L'opposition togolaise continue de monter au créneau après la modification de la Constitution qui instaure un régime parlementaire. Encore une fois, elle l'a manifesté à travers un meeting tenu ce dimanche à Lomé. Cette mobilisation qui a vu la présence effective des leaders de plusieurs partis politiques et de la société civile, à savoir Dodji Apevon des FDR, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, Brigitte Adjamagbo Johnson ou encore David Doucet, entre autres, et une foule importante a pour but, selon les organisateurs, de dénoncer la mise en place illégitime d'un régime parlementaire. Ils dénoncent surtout le fait que le peuple n'a pas été consulté avant l'adoption de la nouvelle constitution, ce qui, selon eux, est un crime contre la nation togolaise. En vue d'une mobilisation d'ampleur, l'opposition entend élargir la contestation à l'ensemble du pays dans les semaines à venir. Par ailleurs, du côté du pouvoir, une campagne dite « S'engager pour la 5e République » est lancée à Kara et devrait couvrir toutes les régions du pays. L'économie togolaise a connu une dynamique en 2024 marquée par une hausse significative des crédits accordés aux opérateurs économiques. D'après les données du Conseil national de crédit CNC, le volume total de ces financements a atteint 966 milliards de francs CFA au cours de l'année, soit une progression de 18% par rapport à 2023. Ces chiffres ont été dévoilés lors de la première réunion de l'année 2025 du CNC. Le ministre de l'Économie a encouragé le secteur bancaire à maintenir cette dynamique. Si la tendance générale est positive, les crédits octroyés par les institutions de microfinance ont toutefois connu une légère baisse, s'établissant à 302 milliards de francs CFA en 2024 contre 305 milliards en 2023. En revanche, d'autres normes de financement ont progressé. La facturage a augmenté de 19% sur un an, atteignant 34 milliards de francs CFA, tandis que le crédit bail a doublé, passant de 30 à 60 milliards de francs CFA. Selon le CNC, cette évolution favorable s'explique notamment par la baisse des taux d'intérêt appliqués aux crédits destinés aux entreprises. Le taux moyen a ainsi reculé de 40 points de base, s'établissant à 8,1%. Il faut retenir qu'à travers cette évolution, l'économie du pays est en progression et par la même occasion offre plusieurs possibilités aux investisseurs. Face à ces avancées, le ministre de l'Économie a salué les efforts des acteurs du secteur financier et des institutions de microfinance, soulignant leur rôle essentiel dans la croissance économique du pays. Depuis 2022, le nord du Togo fait face à une montée inquiétante de l'insécurité liée au groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Selon un récent rapport de Konrad Adenauer intitulé « Une ligne de front avec le djihadisme tracée dans le sable du Sahel », ces groupes, basés au Burkina Faso, adoptent une stratégie de harcèlement des forces de sécurité togolaises et d'infiltration progressive via des recrutements locaux et des actes de violence contre les civils. La région des Savanes, particulièrement touchée, est devenue un terrain d'affrontement où les forces armées togolaises tentent de contenir l'avancée des terroristes. Ces groupes exploitent les tensions communautaires, notamment avec les Peuls, pour recruter et renforcer leur présence. Les attaques autrefois limitées aux zones frontalières se sont intensifiées et s'étendent à l'intérieur du territoire togolais, menaçant des localités comme Mandjouri, Tombégo et Borgou, précise le rapport. Face à cette situation, le gouvernement togolais a mis en place l'opération militaire Kondjouari dès 2018 pour sécuriser la frontière nord. En 2023, il a lancé les programmes d'urgence pour les savanes Purs afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et freiner l'influence terroriste. Cependant, les conflits fonciers persistants et la pauvreté aggravent la fragilité sociale, rendant la région plus vulnérable aux incursions. Pour faire face à cette menace qui fragilise la cohésion sociale et fait disparaître les activités économiques, l'accent est mis sur une coopération régionale renforcée entre les États côtiers et sahéliens. Une meilleure coordination des efforts militaires associée à des politiques de développement ciblées et à une prise en compte des réalités locales apparaît essentielle pour restaurer la stabilité et empêcher l'ancrage durable des groupes armés au nord du pays.
Le Togo prend des mesures pour préparer sa jeunesse aux défis et aux opportunités de l'ère digitale en lançant une série de programmes de formation numérique visant à doter les jeunes Togolais des compétences nécessaires pour réussir dans un marché de travail en constante évolution. En effet, conscient de l'importance du numérique dans le développement économique et social, le gouvernement togolais, en partenariat avec le Commonwealth, a mis en place des initiatives novatrices. Ces programmes de formation couvrent un large éventail de domaines allant des transformations numériques, du développement de logiciels à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. Cependant, l'un des aspects les plus remarquables de ces programmes est leur adéquation avec les besoins du marché du travail. Les formations sont conçues en collaboration avec des entreprises locales et institutions académiques, administratives, garantissant ainsi que les compétences acquises par les jeunes Togolais seront directement applicables dans le monde professionnel. Également, les programmes visent à promouvoir l'inclusion numérique des femmes et des filles en les encourageant à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. En dotant sa jeunesse de compétences numériques de pointe, le Togo se positionne comme un acteur clé de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Ces initiatives viennent renforcer les compétences numériques destinées à 200 cadres professionnels et étudiants. Notons que le Commonwealth aide le Togo à élaborer des programmes de formation de qualité, à mobiliser des ressources et à établir des partenariats avec des acteurs clés du secteur numérique. Des cas de grippe aviaire H5N1 ont été signalés dans 3 fermes avicoles au Togo. Il s'agit de l'établissement Sopur, une ferme moderne d'élevage située à Adjengré dans la préfecture de Sotouboua, d'une ferme semi-moderne d'élevage à Agnonkopé dans la préfecture de Vaud, puis d'une ferme traditionnelle d'élevage à Kouloundé dans la préfecture de Tchaoudjo. Ces cas sont déclarés confirmés après des résultats d'analyse du laboratoire central vétérinaire de Lomé. En réponse, le ministre en charge des ressources animales et halieutiques a ordonné l'abattage systématique des volailles infectées. Et selon les chiffres, plus de 6500 têtes de poules sont concernées. Toutes les volailles dans la zone d'infection, c'est-à-dire à 3 km de rayon autour des fermes, sont aussi concernées par cette destruction, ainsi que tous leurs produits dérivés. Après l'abattage, les sites seront désinfectés pour éviter une propagation du virus. Dans la note du ministère, une mesure compensatoire a été élaborée pour accompagner les promoteurs des fermes concernées. Et pour une durée d'1 mois, les marchés de volailles et des provenderies seront fermés dans les cantons concernés. Ces mesures de sécurité, bien qu'étant toutes légales, portent cependant un coup dur à la filière avicole, une filière en pleine évolution, surtout dans ces dernières années. Le 24 mars 2024, après de longs mois de tensions et d'incertitudes, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle au Sénégal. Une élection historique qui a suscité beaucoup d'espoir dans le pays. Mais 1 an après, les premiers actes laissent un sentiment mitigé. Le projet, c'est zéro faute. Nous avons confiance que ça va marcher, mais il faut qu'ils acceptent les critiques, parce que les critiques ont un côté positif en ce sens qu'elles vous permettent de vous améliorer. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Depuis son élection, Bassirou Diomaye Faye multiplie pourtant les actes forts. Réduction des denrées alimentaires, assise de la justice, audit de l'administration, mesures pour relancer l'agriculture. Mais c'est loin du compte selon cet opposant. Il s'agit effectivement d'une déception. Par rapport à leur document référentiel, il n'y a aucun projet actuellement qu'ils ont lancé qui effectivement émane de leur référentiel appelé Sénégal Vision 2050. Il y a gros à faire. Je pense que pour le moment, il faut d'abord trouver des mécanismes pour relancer notre économie. Dans cette perspective de relance économique, justement, le gouvernement d'Ousmane Sonko a déjà lancé une grosse purge pour assainir l'administration et optimiser les finances publiques. Des mesures que salue cet analyste en dépit des critiques. Moi, je considère que le bilan est généralement positif. Quand on voit en termes de loi, la justice
qui était un peu un maillon faible et qui a été beaucoup décrié. Il a organisé les assises de la justice. Aujourd'hui, le rapport que certains Sénégalais ont avec l'argent public, mais franchement, ce n'est pas un très bon rapport. Les gens détournent à tout va. Et il est bon les actes qu'ils sont en train de poser, laisser le pôle judiciaire financier sanctionner. Mais quel que soit le bilan de cette première année de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais attendent encore plus de son régime, autant sur le plan économique que social. Hassan Chiroma fait partie des ressortissants des régions septentrionales ayant signé l'appel des partisans du changement du Grand Nord en vue de l'élection présidentielle de 2025. Dans ce document, les signataires dénoncent la gouvernance actuelle, la marginalisation de leur région et l'échec du développement économique. Ils plaident pour une alternance politique en 2025. Nous avons décidé, n'est-ce pas, d'essayer de sensibiliser la masse, et comme par hasard, ça a mordu. Il n'y a pas de démocratie dans un système qui revendique 43 ans de pouvoir. Traditionnel bastion du parti au pouvoir, le Grand Nord exprime aujourd'hui un mécontentement inédit. Ce collectif de leaders veut faire entendre la voix d'une région qu'il estime délaissée par les autorités centrales. Mais cet appel au sursaut républicain divise l'opinion. Cet habitant de Ngaoundéré se dit attentif quant aux futures conséquences de l'appel du PCGN. Est-ce que maintenant c'est un mouvement qui va juste être une organisation ponctuelle? Tout va dépendre maintenant de leur ambition, de leur détermination à aller jusqu'au bout. Le PCGN veut incarner un renouveau politique, mais pour obtenir un basculement électoral, encore faut-il réussir à rassembler, explique cet analyste politique. Il faudrait davantage qu'ils font un travail de fond en réussissant à rallier davantage tous les leaders politiques du Grand Nord et du Cameroun tout entier afin de pouvoir porter haut ces problèmes socio-économiques et culturels que vit la population. Avec son appel, le mouvement partisan du changement du Grand Nord a jeté un pavé dans la mare. Mais dans un système où les rouages du pouvoir sont bien huilés, la route vers le changement s'annonce semée d'embûches. Le président en exercice, Paul Biya, ne s'est lui pas encore prononcé sur une future candidature à l'élection présidentielle camerounaise prévue d'ici à octobre 2025. L'Angola jette l'éponge. Le pays a annoncé lundi la fin de son implication dans la recherche d'une issue pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Luanda justifie sa décision par la nécessité de se consacrer plus largement aux priorités générales définies par l'Union africaine. João Lourenço assurant la présidence tournante de l'UA depuis 2 mois. Un clap de fin sur fond d'échec donc pour l'Angola, alors que dès le départ, João Lourenço avait réussi à mettre Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour d'une même table. Mais des écueils ont plombé la médiation. La première négociation directe prévue le 18 mars à Luanda entre le M23 et Kinshasa avait échoué, alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame discutaient le même jour à Doha au Qatar, prenant la médiation à contre-pied. Mais ce retrait intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La Commission de l'Union africaine doit désormais trouver le pays qui succédera à l'Angola dans le rôle de médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda. C'est un entretien avec la télévision nationale algérienne et un signal d'apaisement donné à la France. Une sorte de feuille de route de sortie de crise présentée par Abdelmadjid Tebboune. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères.
comprendre, la relation bilatérale sera selon les codes d'usage entre président et chef de la diplomatie ou ne sera pas. Et au président algérien de renouveler sa confiance dans son propre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, estimant, je cite, qu'avec lui, le contentieux créé de toutes pièces avec la France est entre de bonnes mains. Dimanche, Paris a salué la déclaration d'Abdelmadjid Tebboune. Le gouvernement français est déterminé à retrouver avec l'Algérie des relations fondées sur le respect du droit international. Mais le dialogue reste essentiel, sans échange, pas de solution. Seulement, c'est aussi ce dimanche que le Parlement algérien a exhumé un projet de loi datant de 2005 visant à incriminer la colonisation française en Algérie. Pourquoi est-ce que la France refuse jusqu'à maintenant de reconnaître les crimes commis en Algérie et de payer des indemnités qui sont un droit pour les victimes? Le but ultime de ce projet est d'arracher une reconnaissance française pour les crimes commis pendant la colonisation. Pour les députés, la relance de ce texte législatif n'a rien à voir avec la crise actuelle, mais traduit une volonté politique et populaire. À voir comment leur décision sera accueillie par Paris. L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, continue de provoquer une vague de contestation sans précédent en Turquie. Depuis le 19 mars, des centaines de milliers de manifestants défilent chaque soir à travers le pays pour dénoncer une dérive autoritaire et une atteinte à la démocratie. Le maire d'Istanbul avait été incarcéré dimanche par un tribunal turc, accusé de corruption et de terrorisme, notamment pour ses liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Dans la foulée, le ministère de l'Intérieur l'a démis de ses fonctions. Ekrem İmamoğlu rejette fermement ces accusations, les qualifiant de calomnie inimaginable. Près de 50 co-accusés ont également été placés en détention. Ekrem İmamoğlu, principal opposant à Recep Tayyip Erdogan, est accusé de création d'une organisation criminelle, détournement de fonds et manipulation d'appels d'offres. Son incarcération est largement perçue comme une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2028. Les autorités turques intensifient la répression. Plus de 1130 manifestants ont été arrêtés. Des journalistes ont également été interpellés et des restrictions sont imposées sur les réseaux sociaux. Malgré son emprisonnement, İmamoğlu reste combatif. « Je ne reculerai pas d'un pouce », a-t-il déclaré via ses avocats. Cette mobilisation rappelle le grand mouvement de contestation de Gezi, parti de la place Taksim en 2013. Les bombardements incessants d'Israël sur diverses localités de Gaza se poursuivent depuis dimanche soir. Ce lundi, le bilan s'élevait à 41 morts palestiniens selon les sources médicales de l'enclave. L'armée israélienne a frappé l'hôpital Nasser, le plus grand du sud de Gaza, à Khan Younes. Ce bombardement a provoqué un incendie majeur dans le bloc opératoire, tuant 2 personnes et faisant plus de 60 blessés. Le bâtiment des services de chirurgie a été bombardé et comme vous pouvez le voir, il y a des blessés parmi les membres du personnel médical. Nous avons au moins un martyr dont nous ne connaissons pas l'identité. 2 patients de l'hôpital sont morts, un adolescent de 16 ans ainsi qu'Ismail Barhoum, un membre du Hamas. Ce bombardement intervient alors que l'hôpital était submergé par l'afflux de blessés suite à une vague de frappes aériennes. Où sont les défenseurs des droits de l'homme, des droits des femmes, des droits des enfants? Regardez ces martyrs morts sur leur lit. Ces patients tués par un bombardement barbare dû à l'agression brutale d'un idiot nommé Netanyahou et d'un autre idiot nommé Trump. Depuis mardi dernier, plus de 700 Palestiniens ont été tués et plus de 1200 autres blessés lors d'une campagne aérienne surprise menée par Israël sur la bande de Gaza. Le bilan des victimes palestiniennes s'élève désormais à 50 041 morts et 113 000 blessés selon le ministère de la Santé à Gaza.